Et si chaque missile tiré n'était pas d'abord un avertissement militaire, mais un message destiné à Wall Street autant qu'à la Maison-Blanche? Imaginez la scène. Un missile russe fend le ciel nocturne, illuminant l'horizon d'une lueur menaçante. Les médias du monde entier interrompent leur programme. Sur CNBC, des traders observent la courbe du marché pétrolier grimper à vue d'œil. À la Maison-Blanche, on convoque dans l'urgence un conseil de sécurité. Pourtant, ce que l'on voit sur les écrans n'est que la surface d'un immense jeu d'ombres et de lumière. Chaque lancement n'est pas seulement une démonstration de puissance militaire, mais une déclaration intentionnellement ambiguë. Prenons l'exemple du test du missile Sarmat en 2022. Alors que les chaînes russes en faisaient un symbole d'invincibilité, la bourse de Moscou réagissait à la hausse, preuve que la démonstration rassurait certains investisseurs locaux sur la stabilité du régime. Mais à Londres, à New York, les marchés vacillaient, l'incertitude s'installait. Ce missile n'était pas qu'un engin, il était une onde de choc, une onde qui parcourait les circuits financiers mondiaux. Ici, la Russie orchestre un véritable théâtre psychologique. Ce théâtre n'est pas nouveau. Déjà au temps de la guerre froide, chaque défilé militaire sur la place rouge était pensé pour impressionner le monde occidental. Mais aujourd'hui, l'effet est démultiplié. Avec les réseaux sociaux, chaque image, chaque vidéo, chaque grondement mécanique devient viral, analysé, surinterprété. L'objectif est limpide. Capter l'attention, affirmer que le Kremlin s'est imposé le respect, façonner la perception planétaire du pouvoir russe. Souvenez-vous du lancement du satellite Spoutnik en 1957. Ce n'était pas qu'un exploit technologique, c'était un message, un choc psychologique qui a précipité la course à l'espace et la militarisation de l'orbite. Aujourd'hui, la Russie utilise le missile comme Spoutnik, non pour conquérir, mais pour rappeler à tous, amis comme ennemis, qu'elle reste incontournable. Les marchés paniquent, les analystes spéculent, la peur infiltre les bulletins de nouvelles. Lors du test du missile Zircon, par exemple, les prix du gaz naturel européen ont bondi de plus de 20% en quelques heures. Les assurances augmentent leurs primes. Les entreprises repoussent des investissements majeurs. Mais la question centrale n'est ni militaire ni technique. Elle est politique, économique, symbolique. Que cherche vraiment à prouver le Kremlin et à qui s'adresse ce signal? Aux capitales occidentales, qui redoutent une escalade? À sa propre élite, qui doit rester soudée? Ou bien à l'économie mondiale, qui tremble à chaque test, générant de nouvelles vagues de tensions et d'incertitudes? Ce que nous risquons dépasse largement quelques milliards partis en fumée. À chaque missile, nos opinions vacillent, nos priorités se déplacent, nos ressources sont aspirées par l'industrie de la peur. Derrière le vacarme, certains s'enrichissent tandis que la majorité paie le prix, souvent sans même s'en apercevoir. Prenons un exemple concret. Après le test du missile Avangard, plusieurs fonds d'investissement spécialisés dans l'armement ont vu affluer des capitaux. Le cours de sociétés comme Lockheed Martin, Raytheon, Thales s'est envolé. Pendant que les budgets publics se déplaçaient vers la défense, les hôpitaux et les écoles voyaient leurs moyens diminuer. La peur devient lucrative, mais pour qui? Ce spectacle n'est jamais anodin. Il manipule, il divise, il détourne notre attention, pendant que, des palais de Moscou aux couloirs de Washington, les élites capitalisent sur cette tension savamment orchestrée. Pour saisir ce qui se joue derrière ces images de missiles, il faut comprendre comment le pouvoir s'est métamorphosé au cours du XXIe siècle. Le test de missile n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour décoder cette stratégie, il faut revenir à la mutation profonde des rapports de force mondiaux. La guerre moderne ne se joue plus seulement sur les champs de bataille. Elle s'insinue dans les esprits, façonne les perceptions et dicte l'agenda mondial à travers des récits soigneusement orchestrés. Souvenons-nous, dans les années 60, le simple déploiement d'armes nucléaires à Cuba a suffi à plonger le monde au bord de la catastrophe. Aujourd'hui, la Russie joue sur la même corde sensible, mais à l'ère de l'information instantanée. Quelques jours à peine après l'annonce tonitruante de Vladimir Poutine sur une prétendue arme secrète, la Russie met en scène un test de missile. Ce n'est pas qu'une démonstration militaire, c'est une pièce de théâtre,
minutieusement chorégraphiés pour capter l'attention du monde. Rien n'est laissé au hasard. Moscou s'efforce de prouver qu'elle reste une puissance incontournable, capable d'imposer son rythme même sous le poids de sanctions jamais vues. Le test devient un spectacle. Il galvanise la population russe, défie les adversaires et rappelle que l'influence du Kremlin dépasse largement ses frontières. Dans cette nouvelle ère, le missile n'est plus seulement une arme. Il devient un instrument de propagande, destiné à légitimer le pouvoir en interne et à exercer une pression psychologique sur l'extérieur. Tout, des images au discours, est conçu pour marquer les esprits et imposer la narration russe sur la scène internationale. Par exemple, lors de la crise syrienne, la Russie a diffusé des images de missiles calibre tirés depuis la mer Caspienne. Le message était double: démontrer la portée de ses armes, mais aussi montrer aux partenaires régionaux que Moscou protège ses alliés coûte que coûte. Aujourd'hui, les grandes puissances ne cherchent plus uniquement à dominer par la force brute. Elles manipulent la perception, orchestrent le spectacle et utilisent la peur comme une monnaie d'échange. La Russie excelle dans cet art. Chaque lancement dramatisé pousse ses adversaires à réagir, à s'inquiéter, à investir encore plus dans l'armement. Mais à force de consommer ces démonstrations comme une série télévisée, nous risquons de devenir des spectateurs passifs d'un théâtre de la peur. Nous oublions les véritables enjeux qui se trament dans l'ombre. Budget militaire qui explose, liberté rognée, économie fragilisée. À titre d'exemple, en 2023, le budget militaire mondial a dépassé pour la première fois les 2000 milliards de dollars, un record historique. Cette inflation des dépenses n'est pas neutre. Elle détourne des ressources précieuses, loin des infrastructures civiles, de la recherche médicale, de la transition énergétique. Derrière cette mise en scène soigneusement orchestrée, une question cruciale demeure. Quelle stratégie économique réelle se cache derrière ce spectacle militaire? Pour comprendre la portée de cette stratégie, il faut regarder au-delà des missiles et des discours. Le véritable enjeu se joue dans les coulisses, là où l'argent et le pouvoir s'accumulent. Et si chaque sanction contre la Russie devenait, contre toute attente, une source de puissance pour le Kremlin? Ce n'est pas une simple provocation, mais une stratégie assumée. L'isolement est retourné en arme politique. Aux yeux du pouvoir, chaque barrière économique occidentale devient un symbole de résilience et de souveraineté retrouvée. Ce phénomène n'est pas sans précédent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'économie allemande s'était adaptée au blocus allié en développant des circuits parallèles et une économie de substitution. Aujourd'hui, la Russie tente une manœuvre similaire, en réorientant ses échanges vers l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique. Le discours officiel martèle que la Russie, assiégée, se relève plus forte, endurcie par l'adversité. À l'intérieur, les sanctions sont présentées comme la preuve du courage national. La population est invitée à se serrer les coudes contre l'ennemi extérieur. Plus la pression monte, plus le récit de résistance s'impose, étouffant le doute et justifiant les sacrifices. Pour nourrir cet élan, Moscou réoriente ses ressources. Matières premières, énergie, industrie lourde, tout est mobilisé pour l'effort militaire. L'économie se militarise à marche forcée. Les investissements affluent vers les usines d'armement, au détriment des infrastructures civiles, de la santé, de l'éducation. Ce choix, maquillé en priorité patriotique, prive la société de ressources essentielles et resserre l'emprise de l'élite. À chaque lancement de missiles, le Kremlin envoie un signal. La Russie invente un modèle économique où la survie dépend moins de la croissance que de la capacité à tenir sous pression. La militarisation devient une politique industrielle à part entière, où la peur et la démonstration de force nourrissent le pouvoir. Pour illustrer ce point, rappelons la Corée du Nord. Sous embargo depuis des décennies, le régime a choisi l'autarcie totale et la militarisation extrême. Résultat, une population appauvrie, mais un pouvoir ultra centralisé, prêt à tout pour préserver son autorité, y compris au prix d'un isolement presque total. Face à ce défi, l'Occident réagit de façon prévisible. Augmentation des budgets de défense, accélération des programmes d'armement, multiplication des exercices militaires. Les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN
chacun gonfle ses dépenses face à la menace affichée par Moscou. Cette escalade nourrit un cercle vicieux. La rhétorique de la peur justifie encore plus de moyens, qui renforcent la légitimité des élites des deux camps. Cette dynamique rappelle la course aux armements des années 60, où chaque nouvelle ICBM soviétique entraînait le déploiement de nouveaux missiles américains, et vice-versa. Les populations, elles, étaient tenues dans la crainte permanente d'une guerre totale. Des deux côtés, ce cycle profite aux dirigeants. Ils utilisent le spectre de la guerre pour obtenir des budgets colossaux, restreindre les libertés, imposer des mesures d'exception. Leur pouvoir croît avec la tension entretenue, pendant que la population subit les conséquences. Impôts alourdis, inflation, recul des services publics. Le peuple paie, l'élite engrange. Le risque est immense. Une société privée d'investissements essentiels, enfermée dans une économie de guerre qui ne dit pas son nom. L'avenir se construit sur la peur et le sacrifice, alors qu'une minorité consolide son emprise, des deux côtés du rideau de fer imaginaire. Mais ce mécanisme ne s'arrête pas aux frontières russes. Comment cette tension redessine-t-elle les règles du jeu économique mondial et qui tire véritablement profit de cette confrontation savamment orchestrée? Sous la surface, la guerre économique ne se limite pas à la Russie ou à l'Occident. C'est toute la planète qui subit les répliques, jusque dans les marchés et les alliances. Derrière chaque test de missile, les marchés financiers vacillent, tandis que certains en profitent outrageusement. À chaque lancement, Moscou ne fait pas qu'afficher sa force militaire, elle secoue la planète énergie. Les prix du pétrole et du gaz grimpent en flèche, gonflant les coffres russes. C'est une stratégie à double tranchant, car chaque hausse finance la guerre et consolide l'indépendance du Kremlin. Par exemple, lors de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a pu continuer à vendre son pétrole à l'Inde et à la Chine, contournant les sanctions occidentales. Les recettes d'exportation ont permis de stabiliser le rouble, d'éviter une crise financière majeure et de financer l'effort de guerre. Ce jeu trouble n'est plus le privilège de la Russie. À chaque menace, chaque discours belliqueux, les actions des géants occidentaux de l'armement s'envolent. Les sociétés du complexe militaro-industriel prospèrent sur la peur et le chaos. Les crises se mutent en occasions sans précédent. Les tensions mondiales se convertissent en profits records pour une élite restreinte. Prenons l'exemple de 2022. Alors que la guerre en Ukraine s'intensifiait, les actions de Rheinmetall, BAE Systems et Northrop Grumman ont battu des records historiques. Les dividendes versés à leurs actionnaires ont atteint des sommets, alors même que les budgets des écoles publiques stagnaient ou reculaient. Peu à peu, l'économie mondiale s'habitue au désordre. La peur devient une matière première, cultivée et exploitée sans scrupule. Tant que l'angoisse subsiste, les flux financiers restent dirigés vers la défense, la sécurité et la spéculation. Mais qui assume le coût de cette mise en scène géopolitique? Les populations encaissent l'inflation, les coupes budgétaires, l'insécurité sociale. À chaque missile, ce sont des milliards soustraits aux hôpitaux, aux écoles, à la recherche civile. Pour la majorité, la vie se fait plus chère, plus précaire, tandis que la paix elle-même commence à menacer les intérêts du secteur militaire. En filigrane, une vérité glaçante se dessine. La peur n'est plus un dommage collatéral, mais le moteur principal d'une économie dévoyée. L'équilibre mondial est maintenu dans le chaos, garantissant la fortune d'une minorité et enfermant le reste du monde dans un cycle où la stabilité devient l'exception. Mais ce spectacle de puissance n'est qu'une façade. Derrière les chiffres et les discours, l'impact humain grandit, invisible et implacable. Le vrai danger ne vient pas de l'étranger, mais d'un système qui se nourrit de notre peur pour prospérer. Observez ce qui se passe lors de chaque crise internationale. La demande de sécurité privée explose, les budgets de cybersécurité doublent, les sociétés de surveillance engrangent des contrats publics. Le citoyen moyen, lui, voit son pouvoir d'achat s'effriter, sa retraite repoussée, ses soins de santé rationnés. Ouvrons les yeux. Chaque test de missile, chaque tension internationale dépasse le simple spectacle médiatique. Nous sommes les spectateurs d'un théâtre où les peuples sont perdants, tandis que les élites, elles, empochent la mise. Derrière chaque démonstration de force, il y a des objectifs précis,
détourner nos ressources, manipuler nos émotions et imposer l'idée que la sécurité ne s'obtient que par toujours plus d'armes. Il suffit d'observer qui, réellement, tire profit de cette escalade. Les industriels de l'armement battent des records de bénéfices. Les gouvernements réclament des budgets militaires toujours plus élevés. Et ce sont les citoyens qui en perdent le prix, directement ou non. À force de construire des missiles, on néglige ce qui fait la force d'une société: l'éducation, la santé, le logement. Les milliards engloutis dans la militarisation manquent à nos écoles, à nos hôpitaux, à notre avenir commun. Le premier pas vers la libération collective, c'est de reconnaître ce piège. Refusons de tomber sous l'emprise des discours anxiogènes. Chaque euro investi dans les armes est un euro soustrait à notre bien-être. Il nous revient, à nous citoyens, d'exiger un autre usage de nos ressources. Nos impôts doivent servir la vie, et non la mort. Aujourd'hui, le véritable courage n'est pas d'applaudir les missiles, mais de questionner le système qui les rend nécessaires. Il faut refuser la fatalité de la course aux armements et défendre nos priorités humaines face à la logique du profit et du contrôle. Changer de perspective, c'est le premier pas pour reprendre le contrôle sur nos sociétés et sur notre avenir. Si nous restons passifs, nous resterons les otages d'un système qui sacrifie notre prospérité sur l'autel d'une sécurité factice. Nous avons le choix: subir la peur savamment orchestrée ou nous unir pour bâtir un autre futur. Notre passivité entretient la machine, mais notre prise de conscience peut tout transformer. Mais que faire concrètement face à cette mécanique bien huilée? La suite dévoile comment briser l'illusion et reprendre le contrôle. L'essentiel n'est pas de savoir qui construit le missile le plus redoutable, mais qui a la volonté de contester le système qui en a besoin pour survivre. Au fond, ce ne sont pas les machines qui décident, mais les récits qu'on nous impose. Chaque lancement, chaque onde de choc médiatique vise à nourrir la peur et à justifier la domination d'une poignée d'élites, peu importe leur drapeau. L'enjeu n'est pas la rivalité entre l'Est et l'Ouest, mais la poursuite d'un théâtre où la menace est l'oxygène de ceux qui contrôlent le pouvoir, l'économie, l'opinion. Si l'on prend du recul, on voit que la bataille réelle se joue dans les esprits. À chaque essai, ce sont des milliards soustraits à la santé, à l'éducation, à la vie de tous les jours, pour fabriquer des armes qui n'ont qu'un but: renforcer la peur. Ce jeu détourne les ressources de la majorité, pour gaver une minorité qui prospère sur la tension permanente. Pourtant, ce cycle n'a rien d'inéluctable. La peur n'est pas une fatalité, mais une construction. Refuser la panique, questionner le récit dominant, c'est déjà fissurer la façade de toute puissance. Notre liberté d'esprit, notre capacité à imaginer autre chose, sont les véritables antidotes à cette mécanique. Prenons des exemples historiques. Dans les années 80, le mouvement pour le désarmement nucléaire a rassemblé des millions de citoyens à travers l'Europe, forçant les gouvernements à ouvrir des négociations. Les campagnes pour la paix ont permis la signature de traités comme START ou INF, réduisant significativement les arsenaux. Aujourd'hui, chacun peut agir à son échelle. Soutenir des ONG qui militent pour la paix, interpeller ses élus sur l'usage des fonds publics, s'informer par-delà les discours officiels. Organiser des débats citoyens, exiger la transparence sur les budgets de défense, promouvoir l'éducation à la paix dans les écoles. La question n'est plus qui détient le plus gros missile, mais qui osera remettre en cause le système qui les rend indispensables. La passivité alimente ce cercle vicieux, mais l'engagement, même discret, entr'ouvre la porte d'un autre avenir. Refuser de jouer le jeu de la peur, c'est déjà commencer à désarmer ceux qui s'en nourrissent. Ce combat est silencieux, intime, mais décisif. L'histoire ne se résume pas à un scénario figé. Chacun peut choisir, subir la spirale ou y mettre un terme. À l'échelle individuelle, il est possible de s'informer sur la provenance de ces investissements, d'éviter les fonds qui financent l'armement, de soutenir des initiatives pour la diplomatie et la coopération internationale. À l'échelle collective, exiger des réformes des institutions internationales pour renforcer le contrôle démocratique sur les dépenses militaires. Enfin, l'espoir réside dans la capacité des peuples à s'emparer de leur destin. L'exemple des mobilisations pour la paix,
Démarche mondiale contre la guerre, montre que la société civile n'est pas impuissante. Dans les années 2003, des millions de voix se sont élevées contre la guerre en Irak, imposant un débat mondial sur la légitimité de l'intervention. Ce n'est qu'en brisant le monopole du récit imposé par les élites que nous pourrons réorienter nos sociétés vers plus de justice, de solidarité, de sécurité réelle. L'avenir n'appartient pas à ceux qui brandissent la peur, mais à ceux qui osent imaginer un autre monde. La question n'est pas de savoir si le prochain missile sera plus rapide, plus furtif ou plus destructeur. La vraie question est, serons-nous capables de transformer la peur en courage, la résignation en action, l'illusion de puissance en force collective? C'est à nous d'écrire la suite.